Bonjour et excellent réveil à tous. À voir dans notre matinale ce matin, 4 thématiques différentes. Tout d'abord, nous évoquerons la question du marketing digital, son rôle, son utilité, mais également son impact sur le marché, la sphère économique algérienne. Nous le ferons à travers la présence et le témoignage d'une jeune cadre d'une entreprise multinationale de conseil en marketing et communication. Et puis, ce matin, nous parlerons également d'associations. Une association viendra aussi parler de... Non, l'association, je pense que ça a été différé à demain. Tout d'abord, donc je disais, on parlera de marketing digital et puis nous recevrons bien sûr sur le plateau Nassiba Jaïdir à l'occasion de sa rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, elle reçoit elle-même l'artiste et plasticien Farid Benia, donc ce talentueux architecte doublé d'artiste et de plasticien, sera parmi nous ce matin et puis bien sûr, elle nous donnera l'ensemble de l'actualité en matière d'art plastique ce matin. Et puis, nous mettrons le cap sur Oran pour retrouver Iman Mahrouguerras qui, elle, reviendra sur ces journées de prise en charge de la sclérose en plaques. Un mal qui ronge beaucoup de patients et qui a tendance à prendre de l'ampleur chez nous. On verra un petit peu la qualité de la prise en charge en Algérie et puis ce sera à travers une intervention de notre correspondante à Oran, à El Behia, Iman Mahrouguerras. Ce matin, nous aurons aussi le plaisir de revenir sur une association culturelle. Oui, je disais association, mais finalement, oui, c'est ma tenue. On va parler d'histoire et de patrimoine historique avec les éléments de l'association qui nous vient de Dra El Mizan, une association qui a préféré et choisi justement de militer pour la valorisation des symboles de l'histoire de l'Algérie. Et bien sûr, ça se fera à J-2 de la fête nationale de l'indépendance. Le recouvrement de notre indépendance sera célébré dans 2 jours, en apothéose à travers le pays, bien sûr. Et puis c'est également la fête de la jeunesse. On vous donnera les détails de toutes les manifestations à venir dans notre matinale, certainement à partir de demain avec Lilia Ben Nasser. Et voilà qui est dit par rapport à cette matinale. Voilà, tout de suite, je vous laisse avec Mina Abed dans un tout petit instant pour un point météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah, que nous disent les cieux? J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe du côté de la météorologie? Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Voilà, en l'été. gros. Ah bah c'est bien. Oui. On l'a beaucoup attendu l'été hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Pour ceux qui aiment bien sûr. Il y en a qui préfèrent l'hiver. Il y en a qui préfèrent l'hiver, il y en a qui préfèrent le printemps. Mais heureusement qu'il y a des destinations comme les forêts qui permettent quand même à ceux qui n'aiment pas trop la chaleur d'aller dans des endroits plus ombragés, de profiter. C'est beau, c'est calme, et souvent c'est c'est combiné entre les deux. On a la mer et la montagne qui s'épousent. Par exemple à Djidjel. C'est magnifique. Skikda aussi. Skikda également. Nous avons aussi Béjaïa. Annaba aussi, à travers le monde de Seraïdi. Et puis Qala, c'est magnifique aussi. Oran aussi, le Qala. Voilà, c'est tant de régions à découvrir pendant l'été. Est-ce que vous avez choisi une destination, Imen? Pas encore. D'accord. Rien, Amina? D'accord, j'ai failli dire Imen. Hein. Vous avez remarqué quand même. J'ai remarqué, mais c'est pas... Je vous pardonne. Oui. On a Imen à partir d'Oran ce matin. Oui. Exactement. Son sourire a tendance à éclipser beaucoup de choses, mais bon. Quand même pas. Mais pas vous quand même, Amina. Le vôtre est aussi beau. Ah, merci. En tout cas, allez-y, donnez-nous tous les détails de la météo de ce matin. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera voilé tout au long de cette journée sur l'ensemble des régions nord. On notera des vents d'est à nord-est de 20 jusqu'à 40 km/h. Sur les côtes du centre, sur la partie sud, le ciel restera voilé également. Du Nord Sahara vers l'extrême sud, en passant par les oasis, le Sahara oriental, Hogar, le Tassili et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles sont de saison. Hein.
avec sur la moitié nord jusqu'à 40 degrés. À Al-Bayad, on notera 40 également à Constantine, 38 à Sétif, 33 degrés à Alger, 36 à Tizi Ouzou, on notera 47 degrés quand même du côté de Ghardaïa, 45 à Béchar ainsi qu'à Tindouf, Ilizi, 48 à Hassim Saoud et enfin 49 degrés, ça sera la maximale. À Adrar, on passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui, eh bien, le ciel restera couvert avec des averses, le retour des averses à Paris, Bordeaux, Berne, entre un ciel couvert à Varsovie, un ciel dégagé à Oslo, ainsi qu'à Londres, Marseille, Madrid. Côté Mercure, on notera 28 degrés à Londres, 29 à Paris, 30 degrés à Bordeaux, 33 à Madrid, 32 degrés à Marseille, 31 à Rome, 34 à Athènes, 23 à Varsovie, 28 à Berlin et enfin 30 degrés à Oslo. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci Mina. Merci à vous. Excellente matinée à vous également. Également. Et pour reprendre votre expression, donc je dirais place tout de suite à un portrait. Oui, place tout de suite à un portrait qui va planter le décor pour Nassiba Djadir dans la rubrique Mosaïque qui va suivre. Et donc au portrait de Dalila Koula Benadji. Et nous retrouverons l'invité de Nassiba, en l'occurrence Farid Benia, dans un petit moment. Véritable perle de culture et corail, avec du cristal et avec un motif dans lequel il y a 5 sujets qui représentent en quelque sorte la main de Fatma. Généralement, je travaille avec des pierres précieuses, semi-précieuses plutôt, avec du corail, de la perle de culture, du cristal, voilà, et des sujets en plaque et or, en argent. J'ai tout le temps aimé tout ce qui était perles, paillettes, strass. À un certain moment, j'aimais broder avec des perles et des strass et tout ça. Et au fil du temps, je me suis spécialisée uniquement dans le bijou. Depuis que j'ai ouvert les yeux sur ma grand-mère, je me rappelle, elle n'enlevait jamais ses bijoux. Elle était tout le temps avec des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Elle portait même le rdef, comme on dit, à la maison. Et ça me plaisait beaucoup. Quand elle marchait, elle faisait du bruit, c'était joli. Donc pour moi, le bijou, il est très important pour
perles de culture avec des petits motifs or pour donner plus d'éclat au bijou, du moment qu'il n'y a pas de cristal, donc ça ne brille pas beaucoup. Le bracelet, il est en plaqué or, d'accord. Les petits sujets aussi. Et vous avez là des perles. Vous avez la perle de culture, la pierre marine. Et vous avez aussi des turquoises. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le montage des perles sur le bracelet. Ensuite, je finis par le fermoir. Voilà. Ça donne un peu ça, regardez. Voilà. Une fois que je dessine le produit et que je le réalise, je cherche la perle et tout ça, une fois que le produit est fini, non seulement c'est une vraie détente, mais en plus de ça, c'est une satisfaction parce que là, je suis très contente de voir mon produit fini et puis... À l'instant qu'il me manquait une bonne petite boisson toute fraîche et voilà, pourquoi pas un petit arbre comme ça derrière. Oui, pourquoi pas. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Après la voix, l'image. Absolument. C'était votre voix qui accompagnait ce reportage. Oui, l'univers des perles, l'univers de Dalila Koula Benadi. On la salue si elle nous regarde ce matin. D'ailleurs, je pense que c'est une de nos fidèles téléspectatrices. Ah ben, coucou. Hein. Coucou. Ouais. Donc aujourd'hui, on va mettre toute la lumière sur quelqu'un qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas? Absolument, un artiste plasticien qui est aussi architecte et qui est passionné d'art. Il s'agit de Farid Benia, bonjour. Bonjour Nassiba. Merci d'être des nôtres ce matin. Quel plaisir de vous recevoir ce matin. Ça fait un temps que je ne vous ai pas reçu dans la rubrique Mosaïque. Oui, c'est vrai que... Mais bon... La preuve est là, c'est qu'on est toujours présent. Oui, et l'actualité faisant, donc vous exposez actuellement au Musée national des beaux-arts d'Alger, juste en face du jardin d'essai. Tout à fait, donc effectivement une rencontre, et c'est pour ça que je salue donc le SINA, qui est le syndicat national des architectes algériens. En l'occurrence son président, M. Mihoubi Achour, et la secrétaire générale, Mme Hasna Hadjila, donc, qui ont le mérite d'organiser le 3e café d'architecture. Le premier a eu lieu à la Villa Abdeltif, le 2e au Palais de la Culture, et là, ça s'est donc passé au niveau du musée des Beaux-Arts. Superbe terrasse qui surplombe les jardins d'essai et une vue sur la baie d'Alger. Donc, qui a réuni 6 architectes, dont je faisais partie, qui sont aussi peintres, artistes plasticiens. Donc, pour nous, ça a été vraiment salutaire parce qu'il était réellement important de restaurer enfin l'art et l'architecture. L'art et l'architecture, qui en réalité, c'est une notion qui est évidente, mais pas dans notre société. Oui. C'est pour ça qu'auprès du grand public comme du législateur, il était important de renouer ces deux notions-là. On sait que l'architecture, c'est un art majeur. Oui, il fait partie l'architecture comme la peinture, comme la sculpture. Donc, c'est les premiers arts majeurs dans le classement des 10 grands arts à l'échelle internationale. Donc, voilà, c'était de créer donc, une passerelle qui est entre les deux. Et pour nous, c'était important que ça, enfin, il y ait une première marche qui montre cette évidence. C'est la première fois que vous participez à ces cafés d'architectes? C'est le café des architectes, c'est ça? Oui, c'est café de l'architecture. De l'architecture. Oui. Donc c'est la première fois.
En fait, c'était le bon moment parce que il s'agissait aussi d'art plastique. Tout à fait. Et pour nous, donc, c'était de dire que l'architecture ne doit pas être perçue comme un simple cube de maçonnerie, mais qu'une œuvre d'art à part entière. Et qu'il est important que l'architecte fasse preuve d'un savoir-faire, d'une démonstration de bon goût. D'imagination. D'imagination. Einstein disait l'imagination prime sur la connaissance. C'est vrai que la connaissance aujourd'hui, il suffit de cliquer sur son ordinateur pour avoir l'information à l'instant T. Mais l'imagination, ça reste un produit de l'esprit. Et ça, ça se travaille. Tout à fait. Alors cette exposition a réuni donc 6 artistes, à la fois architectes et peintres. Il s'agit de Shafa Ouzani, Moundia Abdeltaïb Ben Chaben, que j'ai le plaisir de rencontrer lors de notre passage avec l'équipe. Brahim Ben Habiles, et rappelez-moi d'autres noms, il y avait aussi Ammar Adjadj. Tout à fait. Et Fella Tamzali. Et puis Shafa Ouzani. Voilà, Fella Tamzali Tahari et vous-même. Voilà, tout à fait. Vous êtes à peu près de la même promo, non pas de la même promo, hein, ce sont disons que c'est des univers différents, des générations différentes et voilà. Des techniques différentes. En fait, l'intérêt était là. Non, c'est-à-dire je parle de génération, vous avez fait les pots ensemble? Oui, donc on a tous fait les pots, mais à des générations différentes. Tout à fait. Donc des techniques différentes. Et bon, moi, il y en avait que je connaissais. Shafa Ouzani, je le connaissais. Moundia Abdeltaïb Ben Chaben, je la connaissais, mais les autres, je ne les connaissais pas. Donc j'ai été ravi de les rencontrer. Comme chacun de nous. Donc ça a été d'abord une rencontre d'architectes. Plasticiens, et ça a été magique. Parce que nous étions venus chacun avec 5 œuvres en moyenne. Et le public, qui était d'ailleurs venu très nombreux, a découvert 6 architectes avec une expression graphique, plastique complètement différente. Tout à fait. Puis en plus, le lieu est magique aussi parce que bon, c'est juste en face du jardin d'essai. On peut faire un petit tour au jardin d'essai, juste traverser, et puis on a le musée juste en face. La terrasse est très belle. Et la trébaisse aussi. Il y a eu une rencontre débat. Tout à fait, qui a été donc modérée par Amziane Farhani. Et le public était très nombreux, donc on a été ravis de voir l'intérêt que portait le grand public à cette notion d'architecture et d'art. Donc un débat où chacun a pu s'exprimer, où des questions ont fusé de partout. Donc c'était très très intéressant. Questions, préoccupations de l'heure, j'imagine, concernant l'architecture et l'art. Oui, bon, parce qu'il ne faut pas oublier que des grands maîtres comme Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright ont contribué autant que des artistes comme Picasso, Cézanne ou Miro. Michel-Ange a façonné le paysage culturel de notre époque. Absolument. En parlant d'architectes, il y a Gaudi par exemple. Gaudi, quand on découvre les œuvres, ce ne sont pas que des monuments architecturaux, ce sont vraiment, on sent quand même un travail plastique. Voilà, et qui ont marqué aussi l'histoire de l'art, tous ces peintres, à la fois architectes et peintres aussi. Et puis je pense qu'on était d'accord, donc nous architectes et plasticiens, que l'école d'architecture nous a apporté quelque chose, à savoir la rigueur et donc le souci du détail. On avait un slogan qui disait que le diable était dans le détail, mais que les arts plastiques donc ont eu l'avantage de déguiser notre sensibilité plastique et d'avoir aussi cette notion du tout. Donc on passe du fragment au tout, et que ce soit une exposition, donc on s'éloigne un peu de l'œuvre ponctuelle pour aller dans la globalité. Et je sais que moi, mon espace galerie m'a poussé à m'investir en tant qu'architecte, mais aussi en tant que plasticien, à me préoccuper de la globalité. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le détail d'une œuvre, il y a l'espace. Quand on franchit le seuil de la porte, il fallait qu'on découvre une émotion de globalité où
nous avons des passerelles, des effluves entre l'espace, la lumière qui est un matériau à part entière, les sculptures, le mobilier, les objets. En fait, c'est ça qui fait la magie du lieu. Et dans votre galerie, rien n'est laissé au hasard, Farid Benia, tout est étudié au moindre détail. Oui, donc ça rejoint le diable est dans le détail. L'espace est sculpté en quelque sorte. Ah, voilà. tout à fait. L'espace est sculpté en... Mais bon, il ne faut pas oublier que les pots, donc en fait, forment des architectes qui sont aussi urbanistes. Donc le souci du macro à travers l'urbanisme, à travers la ville, est tout aussi important que de construire un édifice ou une maison. Et les grands maîtres, comme je disais tout à l'heure, ont été jusqu'à dessiner la vaisselle de la maison, la poignée de la porte, jusqu'à la cuillère. Donc le souci du détail est présent autant chez le plasticien que chez l'architecte. Et il y a eu quand même création quand même d'une voie intermédiaire entre l'architecture et les beaux-arts, parce qu'il y a quand même les beaux-arts en Algérie et ailleurs enseignent l'architecture d'intérieur et aussi la scénographie qui permettent aussi d'avoir ce regard. C'est vrai qu'aujourd'hui... on a recours à la scénographie de plus en plus et à l'architecture. On fait appel aux designers et architectes d'intérieur de plus en plus chez nous et ça fait plaisir. C'est vrai ça modifie le paysage, le confort. En fait, les années 60, l'école des beaux-arts, par laquelle vous êtes passé, Radia, on l'appelait École nationale des beaux-arts, d'architecture et des beaux-arts. Tout à fait, c'était les deux. Les deux étaient liés. Jusqu'en 1970. Oui, jusqu'en 1970. Moi, quand je suis arrivé en 74, donc les pots étaient à l'Harraj, donc on avait séparé les deux. Oui. Mais sinon, les années 60, c'était école d'architecture, d'aménagement, enfin, école d'architecture des beaux-arts. C'est l'appellation. Hein. C'est pour ça que je voudrais faire une remarque. Je pense qu'il est très important qu'on restaure aussi une autre notion. Pour entrer à l'école d'architecture, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir une très bonne moyenne en mathématiques et en sciences, mais il faut absolument restaurer le concours d'art plastique. Parce que l'architecte doit justement véhiculer une âme plastique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Très important, tout à fait. Justement, Moundia Abdeltaif, justement, Ben Chaben, une des exposantes, qui est aussi architecte et artiste peintre, elle enseigne à l'EPO, elle m'avait dit... Voilà, ce qui serait bien, c'est d'enseigner carrément les arts plastiques au niveau de... La même structure. Qu'il y ait au moins un module art plastique au niveau de l'EPO. C'est important. Oui, c'est pour ça que moi je pense que non seulement à l'intérieur de l'école, il faut dispenser donc, des ateliers d'art plastique. Ça a été mon cas, hein, on avait un atelier d'art plastique. Mais au-delà, il faudrait que pour entrer à l'école d'architecture, il faut avoir une âme d'artiste. Au dessin, parce que c'est vrai que le dessin de bâtiment ou le dessin d'architecture, c'est vraiment, ça fait appel à la géométrie un peu plus des fois, mais quand on en arrive à l'illustration, c'est vrai que de temps en temps, on a besoin de faire des croquis, de montrer un petit peu c'est pour ça que moi, perspectives. Tout à fait. C'est important. Je pense que moi j'avais un ami qui avait commencé à faire les pots et au bout de 3 ans, il est parti aux États-Unis. Et quand je l'ai revu après, je lui ai dit alors comment ça se passe là-bas et il m'a dit bon, quand je suis arrivé face à mon premier projet, face au jury, j'ai commencé à dire avec les réflexes d'Alger, voici ma trame, voici ma portée, mes poteaux, mes poutres. Ils ont dit non, tout ça, il y a des ingénieurs qualifiés qui vont calculer toutes ces portées. Ce qu'on attend de vous, c'est votre créativité, c'est votre imagination, c'est votre inventivité. Donc, je pense que l'architecte, c'est d'abord la création, l'imagination. Voilà, et libérer ses forces créatives. Tout à fait. Et en parlant de forces créatives, on va aller découvrir le reportage qu'on a réalisé au niveau du Musée national des beaux-arts. Donc, c'est traduit par une belle exposition organisée dans ce lieu d'art et d'histoire. Une exposition à laquelle participent 6 artistes qui sont aussi architectes. Au Musée national des beaux-arts, l'architecture va à la rencontre de l'art.
Ils sont 6 artistes peintres à exposer. Exposés sur invitation du Syndicat national des architectes algériens. Architectes de formation et de profession, ils nous offrent en partage leur passion pour l'art. Une passion qui les anime et les rassemble dans ce lieu d'art et d'histoire. Bon, alors il s'agit de la 3e édition des Cafés de l'Architecture qu'organise le plus régulièrement possible le Syndicat national des architectes agréés algériens, qui est en fait une organisation syndicale des architectes installés en agence d'architecture. Donc les Cafés de l'Architecture sont des événements qu'on essaye d'organiser à destination du grand public pour essayer un peu de vulgariser l'architecture auprès de la société, et sensibiliser au débat sur l'architecture dans le pays. Nous avons convié un certain nombre de nos confrères à montrer un peu leurs travaux au grand public à travers cette exposition qui est aussi accompagnée, qui a été accompagnée d'une rencontre. Dans cette exposition collective, chacun de ces artistes affirme sa fibre artistique à sa manière. À chacun sa technique et son approche plastique. C'est avec force et émotion qu'ils aménagent leur espace plastique. Ces exposants donnent libre cours à leur créativité. Une créativité avec en toile de fond toute une sensibilité en éveil. Une recherche et une approche plastique. À la base, des matériaux et des outils de travail. Disons que l'objet de cette exposition, c'est de parler des passerelles qui entre l'art, le graphisme et l'architecture. Et pour moi, évidemment, la première passerelle, ça reste mon outil d'architecte, c'est-à-dire le rapido encre de Chine, qui me permet de faire le travail que je développe, mais pas que, du fait que je développe aussi. Je travaille avec l'aérosol, avec l'acrylique, avec d'autres outils, ce qui fait que cette exposition, j'ai voulu montrer qu'un tableau est à 2 dimensions. La sculpture qui est accrochée au mur reste à 3 dimensions, quand bien même elle reste donc un relief. Et puis nous avons les sculptures que j'ai ramenées, qui sont elles à 4 dimensions, parce qu'on peut graviter autour. Des expressions artistiques et des supports de travail différents. Des expressions artistiques au travers desquelles ces exposants mettent en scène leurs émotions. Des émotions qui nous enveloppent et nous transportent. Un regard, une lecture pour interpréter ce que l'on voit. Dans ce champ thématique, à chacun son support de travail. Guidés par leur ferveur artistique, ils expriment leurs émotions d'artistes. Certains ne se doutaient pas du tout qu'on faisait de la peinture. Ils nous ont connus en tant qu'enseignants, en tant qu'architectes. Et pour nous, c'est une expérience extraordinaire parce que ce qu'on gardait secret, enfin moi personnellement, c'est vrai, j'ai fait quelques expos, mais je ne suis pas connue en tant que Mounjia peintre. Et là, on a quelques petites choses à dire à propos de peinture. Voilà. Ça a été pour moi justement une occasion pour peindre architecture et le côté humain dans l'architecture.
Et dans ma façon de m'exprimer, je crois qu'en général, j'introduis justement, mais discrètement, la personne humaine. Dans le temps et dans l'espace, il y a un dialogue constant avec la matière. Des artistes mettent en regard leurs œuvres d'art. Des œuvres d'art qui posent des passerelles entre l'architecture et les arts plastiques. Et voilà. Ouais, alors c'était très bien. On a pu voir moi, ça y est, moi, je me suis évadée, je me suis oubliée, j'ai oublié qu'on était en plein plateau. C'est bon, moi, on a pu voir dans le reportage Farid et puis aussi Moundia Abdeltaïf Ben Chaben et la secrétaire générale du SINA. Oui, Hasna Hadjila. Hadjila, qui est architecte aussi. Oui, qui est architecte. Très dynamique. Hein. Ah oui, en tout cas, je lui rends hommage. Hein. C'est grâce à elle que les choses se sont faites vraiment dans les règles de l'art. Il faut dire qu'elle s'y est beaucoup investie et le résultat est là. Une belle expérience aussi. Oui, superbe expérience. Donc, en tout cas, les architectes plasticiens étaient ravis de cette expérience. Et j'ai été surpris surtout par le public nombreux qui est venu. C'est vrai qu'il a fait beau, c'est vrai que c'était le musée, c'est vrai que c'était la baie d'Alger. Oui, vous parlez du jour du vernissage. Ouais, je parle du jour du vernissage. Moi, je suis partie hors vernissage et puis pratiquement c'était la clôture. C'était la clôture. Et puis elle s'est clôturée, il faut dire qu'elle s'est clôturée. C'est dommage qu'elle n'ait pas duré dans le temps, cette exposition. Ça a duré juste une petite semaine. Je suis arrivée, c'était limite quand je suis arrivée avec mon équipe. Oui, c'était limite, effectivement. Ça a duré une semaine, ça aurait pu durer plus longtemps. Parce que, bon, moi, je ne suis pas étonnée qu'il y ait eu vraiment un public nombreux, parce que déjà vos fans sont nombreux, Farid Benia, vos œuvres, on se les arrache un peu partout, donc vos ouvrages aussi plaisent énormément, donc dans les librairies, ils accrochent aussi. Et je pense que le SINA a joué son rôle, ils ont donc médiatisé, donc le rôle du SINA était fondamental dans la réussite de cet événement. Mais vous avez occupé l'espace, vous avez bel et bien occupé l'espace, Farid Benia. On vous a vu à l'œuvre, en train de placer vos sculptures. Oui, bon, disons que, comme beaucoup d'artistes, on investit plusieurs champs. Donc, c'est vrai qu'il y a la toile, mais il y a aussi d'autres supports. Et là, j'ai tenu à montrer justement des supports qui sortent de l'encadrement de la toile pour aller vers le métal, vers les sculptures. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a la 2 dimensions, il y a la 3e dimension, la 4e et même la 5e quand on rentre dans un espace. Oui. Et le musée est un espace aussi où on découvre toutes ces sculptures, tous ces espaces, toutes ces perspectives. C'est un lieu magique qui est chargé d'histoire d'ailleurs. Hein. Magnifique. En tout cas, ça va dans l'esprit de la galerie dont on parlait, la galerie Benia, dont on parlait tout à l'heure, juste avant le voir même en image. On peut la voir en image. Oui. Et donc là, c'est vrai que cette exposition vraiment ne nous a pas dépaysés de ce qu'on a l'habitude de voir dans cette galerie. Donc, oui. Et c'est toujours un plaisir de visiter et revisiter la galerie d'art de Benia. Oui, ça c'était lors de mon chaque élément est à sa place. Là, c'était lors de mon dernier passage, oui, Farid, avec mon équipe. Tout à fait. C'était au moment où vous aviez édité votre livre d'art, je pense. Tout à fait. Vraiment. La femme est très présente, toujours très présente dans votre travail. Farid Benia, est-ce que vous pouvez commenter? Oui, et puis donc là aussi, il y a la volonté de sortir d'un encadrement classique. On s'aperçoit que chaque œuvre est interprétée de façon différente. Mais ça, je pense que l'architecte reprend le dessus. C'est-à-dire que la notion du relief, la notion du volume, de globalité aussi, est une notion essentielle. Hein. Donc, on ne peut pas échapper à son métier, à sa passion, et c'est tellement magique de pouvoir croiser comme ça des arts et qui font quelque part la personnalité de celui qui crée.
Voilà, et vous organisez beaucoup de rencontres aussi littéraires dans votre espace, galerie Farid Benia, tout au long de l'année. Il y a des récitals de poésie. Justement, donc là aussi, on peut parler d'un croisement, parce que moi, quand j'ai eu la chance, en sortant fraîchement de l'EPO, avoir rejoint donc l'atelier Casbah, j'avais travaillé sur l'atelier Casbah, sur la Casbah d'Alger, j'avais découvert la complexité de l'architecture. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est la mère des arts, ça reste aussi tous ces croisements. Donc je découvre que l'architecture, c'est de l'urbanisme, mais c'est aussi de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, du juridique. Et tous ces croisements montrent la complexité de cet art. Et mon espace galerie crée un autre croisement, c'est comment créer ces passerelles entre la peinture, mais aussi la poésie, la littérature, la musique, la comédie. Donc l'art, c'est tous ces croisements. Et c'est ça qui fait qu'elle reste un art majeur dans notre environnement. Voilà. Moi, tout à l'heure, vous parliez de construction cubique. C'est vrai qu'on s'en lasse beaucoup de ces constructions cubiques comme ça qui envahissent le paysage. En revanche, quand on se déplace, et maintenant ça peut être aussi une manne touristique, quand un monument est bien édifié, avec vraiment une spécificité, une créativité, on a envie d'aller vers ce monument, de se déplacer, de prendre un billet d'avion, d'aller voir de plus près. Est-ce que vraiment il y a une réflexion au niveau de la sphère d'architecte autour de la question? Est-ce que vous allez finir par vous imposer avec des œuvres qui vont plaire non seulement aux Algériens, mais aussi qui vont nous attirer comme ça le regard des étrangers? Non, c'est vrai que le projet est peut-être parti d'un constat d'échec qui fait que l'Algérien a un sentiment d'étouffement par rapport à cette architecture qui est agressive, voire répulsive, où l'esthétique est quasi inexistante. Donc il faut absolument que l'art reprenne ses droits et que l'enseignement de l'architecture puisse s'investir sur l'art. Parce que la première notion en fait que nous avons apprise à l'EPO, c'est que bâtir, c'est pas une affaire de moyens, c'est un acte culturel. Oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Ça a fait l'objet aussi du Café des architectes. C'était la thématique du premier Café des architectes. Tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne ces préoccupations, ces préoccupations gravitent autour de cette notion fondamentale, qui est que bâtir est un acte culturel. C'est pour ça que ça commence évidemment à l'école. Ouais. Il faut apprendre l'éducation esthétique aux enfants. Apprendre, Le Corbusier disait, ces yeux qui ne voient pas. C'est vrai qu'on traverse la baie d'Alger qui est magnifique. Qui est un livre chargé d'histoire. Mais combien lève les yeux pour voir toute cette beauté, toute cette histoire, toute cette richesse architectonique. Donc, mais ça s'apprend. C'est une éducation. Et je pense que ça commence à l'école. Et puis ça se poursuit à l'université pour finalement atterrir dans la rue, pour que notre environnement corresponde à ce niveau qu'on aime. Parce que... Et l'Algérien a beaucoup de goût, hein. On aime beaucoup les belles choses. Quand tout même, à fait, tout oui, à fait. On aime beaucoup. Tout à fait. Donc d'ailleurs, Le Corbusier disait ce qu'une architecture, ce qu'une civilisation peut, l'architecture le montrera. Voilà, c'est quand même un reflet de l'identité. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Effectivement, on espère voir de belles œuvres architecturales quand même qui reflètent toute la grandeur. On espère bien, En tout cas, encore une fois, merci aux architectes d'avoir organisé cette première marche qui nous permet de mobiliser autant les architectes que les artistes, mais aussi le législateur et aussi le grand public, pour pouvoir s'investir dans le beau, parce que je pense que l'art, c'est la vie, c'est la joie, et la joie, c'est la réussite suprême de l'esprit humain. Absolument. C'est vrai, Farid Benia s'investit dans le beau, on l'a vu dans sa galerie, au travers de ses œuvres d'art. Ouais. Et de l'édition aussi, votre livre d'art, votre toute dernière édition. Oui, bon, là, je me suis investi sur la thématique de la femme, mais qui mieux que la femme
peut Dans toute parler sa beauté. d'esthétique, de charme, de séduction et Dans de toute beau. sa beauté, dans toute sa splendeur, Ouais, Farid ouais, Benia. tout à fait. Des projets à court ou moyen terme, Farid Benia? Donc, à court terme, je pense qu'à la rentrée, nous allons reprendre notre cycle de De rencontres, conférences, de rencontres? de rencontres littéraires, poétiques. Mais sinon, j'ai un projet que je véhicule depuis 2 ans, qui va encore durer 1 année, dont je garde le secret. Et vous le gardez bien, hein? Voilà, Parce que rien ne filtre hein, de votre ce côté. qu'il y a de sûr, c'est qu'il va rivaliser avec la femme que vous êtes. C'est pour vous dire que l'ambition est grande, mais que ça sera une passerelle par rapport à ce que nous sommes en train de dire, une passerelle entre l'art et l'architecture. Voilà, on vous souhaite bonne chance pour la Merci. concrétisation de votre projet, Farid Benia. Merci, Nassima. En attendant, pour ceux et celles qui veulent visiter votre galerie, peut-être rappeler l'adresse, tout simplement. Dans 4 rues de Picardie, les Castors, les sources au niveau de Bermandresse. Qui est ouverte tout au long de la semaine. Toute la semaine, de 10h à 18h, sauf le week-end, c'est-à-dire le jeudi, vendredi, parce que le samedi, on ouvre pour permettre aux gens qui travaillent de venir. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir que de vous recevoir ce matin dans cette matinale. Merci, merci Moi, Radia. Oui, il y a un artiste contemporain actuellement qui investit les façades de grands immeubles, de grandes maisons comme ça. Il les traite comme ça en graphisme et on voit apparaître de grandes œuvres. Moi, je rêve de voir une de vos œuvres, Farid Benia, une de vos femmes sur une grande façade d'Alger comme pourquoi ça. pas avec ce graphisme qu'on aime beaucoup, vraiment, cette gestion du graphique que vous avez au service de la volupté féminine, c'est excellent. Et peut-être qu'un jour, on la verra sur une grande façade comme ça. Un projet à lancer. Un projet à long terme, tout à fait. Un projet à lancer, Inch'Allah. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Radia. On continue de parler de beauté et d'art, en mettant le cap cette fois-ci sur un autre monument d'Alger, l'Opéra. L'Opéra qui a accueilli un ballet, un spectacle de danse classique qui a été couvert pour nous par Mouna Nawel Hamoudi. Voici les images tout de suite. Sur les notes de la polka russe, les ballerines de l'école mauve à Stawali ont brillé à travers un spectacle féerique où se sont fusionnés douceur, harmonie et grâce. Ça m'a inspiré quand j'ai vu des danseuses et j'ai voulu le faire. Et tu veux devenir une danseuse étoile à l'avenir? Oui. Pourquoi? Parce que c'est magnifique quand on fait de la danse et j'aime bien faire des spectacles. J'adore ça parce que c'est une passion, c'est beau. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ça? 7 ans. J'aime la danse parce que c'est beau, parce que les mouvements sont beaux à voir, parce que j'aimerais devenir comme les vraies danseuses parce que j'aime ça, je trouve ça très beau. Pour le public, ce spectacle est un véritable voyage à travers le jazz et la musique classique universelle. Une symbiose dans les gestes et dans les pas, un grand savoir-faire s'est dévoilé, le résultat de plusieurs années d'entraînement. Âgées de 4 à 11 ans, ces petites ballerines ont donné leur lettre de noblesse à cet art qui séduit de plus en plus les petites filles en Algérie. Quelques soucis. Et voilà, de retour, bien sûr, le plateau en effervescence ce matin. C'est bien, il y a toujours de l'ambiance chez nous. Et bien sûr, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre en ce 3 juillet 2018. Aussi, ravi de retrouver Rim. Rim Melouli, bienvenue. Merci, bonjour. Rim Melouli nous a promis ce matin de nous parler de marketing digital. C'est bien cela. Effectivement. Oui. À travers votre expérience actuelle, puisque vous avez rejoint depuis quelque temps un organisme de conseil en matière de marketing et de communication. Effectivement. Actuellement, je suis directrice générale de C Corporate. Donc, c'est une entreprise qui œuvre dans le marketing digital. En fait, on est une entreprise de conseil en marketing digital. On accompagne les clients tout au long de leur processus de communication et de stratégie marketing. Donc voilà. Au
risque de déplaire à certains. Je dirais que peut-être que parmi les téléspectateurs qui sont ce matin avec nous, il y en a qui aimeraient savoir davantage ce que c'est que le marketing digital. On va peut-être donner quelques petites notions de Oui, on va essayer d'être on va démocratiser le marketing digital. En fait, c'est de nouvelles techniques qui sont apparues avec Internet, donc pour faire du marketing autrement. Donc le marketing digital est en pleine expansion en Algérie. On va dire que c'est une nouvelle tendance pour les entreprises. Donc, en fait, actuellement, à l'époque, on faisait du marketing push. Donc, le marketing push, c'était, on disait un slogan et on essayait de faire rentrer une idée, un concept, voilà, c'est ça. Et bien sûr, les supports classiques de les mass médias, la publicité, la publicité, la radio. On essaye d'axer l'élaboration d'une charte graphique comme ça à suivre. Oui, en quelque sorte, voilà, c'est ça. Et maintenant, les entreprises, nous particulièrement, on essaye d'utiliser une nouvelle stratégie, un marketing pool. Donc le marketing pool, c'est de s'adapter aux consommateurs algériens. Donc le marketing digital, et comme je vous ai dit, pratiquement beaucoup d'Algériens sont connectés à leur smartphone. Les technologies sont quand même largement utilisées. Exactement. Donc beaucoup d'Algériens utilisent, ils sont connectés, ils recherchent l'information. Donc nous, notre but dans cette entreprise, c'est d'être visible par rapport à l'annonceur. L'annonceur, en ce moment, utilise énormément d'argent pour être visible, pour avoir une notoriété par rapport à sa marque. Parce que l'Algérien, maintenant, est devenu très exigeant en matière de qualité et de produits. Donc, il va tout de suite sur Internet, il recherche, voilà, est-ce que le produit il est bien, et nous, on récolte les meilleurs avis. Et on essaye d'axer notre stratégie marketing par rapport à leurs besoins. Voilà. Voilà, excellent. Donc, vous conseillez les différentes entreprises, c'est cela, oui. Dans différents secteurs d'activité. Voilà. Et en matière de marketing, c'est-à-dire vous leur apportez ce conseil dont ils ont besoin, vous les aiguillez par rapport à tel ou tel choix. C'est cela. Est-ce que les entreprises algériennes coopèrent? Est-ce que vraiment adhèrent? Est-ce qu'ils adhèrent vraiment à cette nouvelle notion? Cet outil qui s'offre à eux. En fait, les entreprises maintenant dépensent énormément d'argent dans le digital marketing. Donc, tout ce qui est campagne d'emailing, site internet et tout, l'annonceur veut être visible dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que nous, on utilise des outils digitaux avec notre propre plateforme. En fait, on a un nouveau concept en Algérie. Donc, on crée des concepts sur mesure pour les clients. Donc, on fait des plans marketing, il y a toute une équipe qui travaille des jours et des semaines pour avoir un rendu. Donc nous, on essaye de mener à bien l'objectif de cette entreprise avec qui on coopère, partenariat. Oui, tout à fait. En tout cas, cet apport en consulting touche plusieurs aspects parce que vous êtes des équipes pluridisciplinaires. Vous vous occupez du digital, mais il y a d'autres équipes qui s'occupent aussi d'autres aspects qui sont importants. Exactement. Et qui complètent votre apport aussi par rapport à une clientèle En fait, le besoin y est. En fait, maintenant, l'Algérien est très axé vers la e-réputation, on va dire. Je vais vous expliquer c'est quoi la e-réputation. C'est très important. Donc, si un produit est mauvais, ça se verra. Donc, l'Algérien est devenu très exigeant. Il va sur le net, il recherche et par la suite... Ça donne aussi une forme de crédibilité aussi. Quand une entreprise accède à cet espace du net, on sent qu'il y a plus de sérieux, plus d'investissement quelque part. Ce qui n'est pas toujours vrai. En fait, parfois... Mais ça relève quand ça donne. En fait, on essaie de récolter des avis, on va dire, honnêtes. Par rapport à cette marque-là. Par exemple, nous, on essaye d'accompagner le client dans tout son processus. Donc, au niveau visibilité, au niveau crédibilité, c'est difficile, mais on essaye de travailler. Par exemple, nous, on fait du sur-mesure. Voilà. Donc, notre entreprise fait du sur-mesure pour ses corporates, c'est du sur-mesure. Donc, on essaye de s'adapter avec des outils, on utilise des outils digitaux et, je veux dire,
des outils digitaux, produits Google, Facebook, réseaux sociaux, LinkedIn. C'est très important pour une entreprise d'être visible. Mais c'est vrai que l'Algérien est réputé pour être un grand bricoleur, c'est-à-dire qu'on touche à tout. On touche à tout, on a tendance à être soi-même une équipe. Souvent, on se dit, allez, on peut tout faire et ça ne donne pas toujours des résultats. Est-ce que vous arrivez à convaincre justement les jeunes entrepreneurs ou les entreprises existantes d'avoir un recours à une démarche professionnelle dans le domaine du marketing et voilà. En fait, le problème qu'on rencontre dans le digital marketing, en fait, c'est difficile de créer un contenu adaptable à un secteur d'activité bien précis. Par exemple, l'agroalimentaire, nous avons une équipe qui crée du contenu graphique ou texte bien attractif pour pouvoir avoir un retour d'investissement. Notre but, c'est pas de créer une image. Nous, notre but pour l'entreprise, c'est qu'il y ait un retour d'investissement. C'est-à-dire que dépenser de l'argent pour ne pas rien avoir en retour, c'est pas le but. Il faudrait qu'il y ait un impact sur l'annonceur. Voilà, sur la campagne. De cet annonceur que vous accompagnez, parce dont vous assurez le suivi également sur plusieurs étapes. Et après, la création de la création graphique. On a fini notre campagne de marketing digital. On a fini le concept, etc. Nous, après, on accompagne même le client dans son marketing opérationnel. Je m'explique. Par exemple, dans l'agroalimentaire, on peut accompagner un client pour des activations. C'est-à-dire que nous sommes présents dans tout son processus, dans toute sa stratégie communication, pour être plus précise. Voilà, donc on essaye d'être présent, de le conseiller, de gérer même son image, en fait. Et c'est très important, il nous fait confiance. On essaye de s'imprégner les valeurs de l'entreprise, mais... Voilà, vous allez le conseiller, lui gérer son image, lui offrir les meilleurs outils. Parmi ces outils, des logiciels qui sont aussi à même de lui faciliter un petit peu la gestion. De lui faciliter la gestion et de lui faciliter sa e-réputation. C'est très important pour un consommateur. Moi, par exemple, en tant que consommatrice, si j'achète un produit, je vais direct sur le net et je me dis, est-ce que ce produit est bon ? Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que par rapport au prix aussi, si vous n'êtes pas visible par exemple nous, si vous n'êtes pas visible dans une campagne, le consommateur ira tout de suite, irait tout de suite vers son concurrent, enfin notre concurrent. Donc nous, on essaie d'être visible au maximum. Donc un max de présence implique justement plus de consommateurs, plus vraiment d'adeptes à tel ou tel produit. Donc les logiciels que vous développez donc aussi sont mis au service de cette... Voilà, en fait, moi je gère le département marketing digital. Donc déjà, il y a toute une équipe qui travaille, d'ailleurs je salue. Et par la suite, nous avons un autre département qui est tout ce qui est sécurité informatique, création de logiciels sur mesure. Donc ça, c'est un autre volet. Donc je suis profane, je ne vais pas vous mentir. Dans tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, c'est pas... Alors, voilà. En tout cas, pour résumer tout cela, Rim, est-ce qu'on peut dire que vraiment le marketing digital est vital actuellement ? Je peux vous dire qu'il est vital en ce moment. Donc, l'Algérie est en pleine expansion. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'industries agroalimentaires, autres. Je trouve que c'est très nécessaire d'avoir une stratégie. Dans la stratégie globale, il faut avoir une stratégie marketing digitale, pardon. Voilà. Très bien. Donc, digital en particulier. Parce que la stratégie marketing, je pense que les entreprises ont compris qu'il fallait passer par l'étude de marché. Ce que vous faites aussi On fait les études de marché. En fait, on peut aussi conseiller des clients afin de reprendre une affaire. Donc nous, on essaie d'accompagner le client. Quand il vient, c'est lui le roi, il demande et nous, on exécute. Donc des plans marketing, comment vous dire, on essaie de l'accompagner. Une étude de marché à la base. Voilà, une étude de marché, j'oublie. À la base, oui. C'est en fait ça le jargon, votre jargon. Ça y est, en fait, on est quand même dans la même sphère de la communication. Oui, non, mais vous avez... qui nous sont un petit peu proches. Et donc, voilà, à partir du moment où vous avez offert tout cela à votre client, c'est-à-dire que vous offrez ce qu'il y a de mieux, c'est ce conseil dont on a besoin. C'est ce conseil qui a une valeur,
qui n'est pas toujours bien assimilé chez nous en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas recours facilement à un conseiller. On a tendance à voir ce qui existe comme ça par soi et essayer de se frayer un chemin dans le marché. Mais là, c'est bon de savoir qu'il y a quand même des structures et des organismes qui sont là pour accompagner. Oui, c'est très important déjà par rapport aux clients. Je vous mens pas, c'est très difficile de s'adapter à une population. On va dire si on cible mais vous avez réussi quand même à convaincre des entreprises quand même étatiques oui, aussi dans le secteur privé. En fait, nous, on essaye. Les entreprises en ce moment n'ont pas besoin d'avoir un service complet. On essaye juste de s'adapter à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il a une demande, on le fait, on fait un plan sur mesure, on va dire, voilà. Très bien. En tout cas, c'est une structure de conseil multinationale en fait, qui s'installe depuis quelque temps en Algérie et j'espère que voilà, je souhaite toute la réussite à vos équipes. C'est très gentil. Écoutez, déjà, on a un département créa qui fait un excellent travail d'ailleurs que je salue. On a un département de community management. En fait, on crée des textes, on crée du contenu pour attirer le client, pour rendre cette marque assez belle, on va dire. Voilà. Voilà, et vous évoluez tous, vous êtes pour la plupart très jeunes. Oui, et voilà, je vous souhaite une bonne fête parce que ça va être votre fête, la fête de la jeunesse dans 2 jours. Je vous souhaite une excellente fête. Saluez pour nous l'ensemble de la composante de votre entreprise. On rappelle un petit peu quand même le label avant de se quitter. Oui, alors l'entreprise actuellement, c'est une entreprise C-Corporate. C'est une multinationale maroco-russe et actuellement, je suis la directrice générale et en fait, on essaye de répondre au mieux aux besoins et de mener à bien la mission de chaque entreprise. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Je vous souhaite une excellente matinée, une excellente journée également. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir un peu éclairé autour de la question du marketing digital ce matin dans Bonjour d'Algérie. Merci. Et tout de suite, je vous offre une chanson. On se quitte en musique. Merci beaucoup. Avec la voix de Hayat Zarrouk ce matin.
C'était là la voix de Hayat Zerouk dans notre matinale du 3 juillet. Merci d'être là avec nous, mesdames, messieurs. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons mettre en valeur les efforts de tout un collectif, une association qui œuvre du côté de Dra al-Mizan, c'est-à-dire à quelques encablures d'Alger, je dirais. Et oui, c'est dans la wilaya de Tizi Ouzou que se font les choses par rapport à la valorisation des symboles de l'histoire de notre pays. Et bien sûr, nous sommes à J-2 du 5 juillet, fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse. Bien sûr, c'est une manière aussi de rappeler tous les efforts qui sont consentis dans ce sens. Bienvenue à Rabah Tallash. Merci. Qui est président de l'association culturelle El Khir, dont je viens parler, dans la commune de Dra al-Mizan. Et puis vous me disiez tout à l'heure que vous étiez aussi vice-président d'une seconde association. Je vous laisse le soin de la citer par contre. Salam alaikum, Azoul Pilawan. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Je suis le président de l'association El Khir. C'est une association du village. Oui. C'est une association locale. Et le vice-président, le premier vice-président de l'association des oubliés de l'insurrection de 1871 et les déportés à la Nouvelle-Calédonie. Ah, très bien. Et justement, c'est de cela qu'il s'agira ce matin. On va un petit peu mettre, en fait, vous avez choisi pour action, à l'occasion de ce 5 juillet, de rappeler l'héroïsme, la participation, mais aussi le martyre de tous ces Algériens qui ont été un petit peu, comment dire, qui ont été un petit peu, comment dire, ciblés par le colonisateur à l'époque, je dirais. Je cherche le mot, mais j'ai du mal le matin. Hein, des fois, j'y arrive pas. C'est vrai. Donc en 1871, ça remonte à loin, mais vous avez choisi quand même d'aller vers cette date un peu importante pour votre village. Pourquoi? Premièrement, je suis d'une région rebelle et révolutionnaire, la région de Dra al-Mizan. Oui. Deuxièmement, je suis l'un des descendants de Ali Ben Tallash, oui. L'un des principaux chefs de l'insurrection de 1871. Oui. C'est un guerrier. Il est déporté en 1874 vers la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, ils étaient nombreux les déportés vers cette île lointaine. 22 000 km d'Algérie, 22 000 km vol d'oiseau. C'est loin. Ils ont été vraiment, pour la première fois, le public algérien a découvert justement les déportés et leurs descendants lors d'un travail qui a été effectué par la télévision algérienne, qui était signé Saïd Almi, qui nous a permis un petit peu de voir ces descendants. Témoins de la mémoire. Témoins de la mémoire qui nous ont beaucoup émus. Et c'est vrai que c'est important de ne pas les oublier. D'où un petit peu l'appellation de cette association dont vous faites part. Oui, c'est l'association des oubliés. Oui. Auparavant, on était oubliés, ces déportés. Oui. C'est déportés par... mais certainement pas par leur famille, leur descendance. Non, mais je dirais par la grande majorité algérienne, oubliés par les historiens, par les chercheurs en histoire. Oui. Oui, c'est pour cela qu'on a pensé d'ériger une stèle commémorative. Donc à l'occasion de ce 5 juillet À l'occasion de ce 5 juillet. Et la fête de l'indépendance. Et ça se fera dans le village de Tallash ou à Dra al-Mizan? Non, ça se fera dans le village de Tallash. Un village qui a connu quand même des exactions. En 1871, il y a eu quand même tout un village pratiquement décimé, des familles décimées. En 1871, la famille Tallash, c'est une famille à exterminer. Ouais. De 1971 à 1974, je dirais presque une famille ruinée. Complètement ruinée. Complètement ruinée. Décimée pratiquement. Oui. Sauf quelques rescapés qui ont pu échapper un petit peu vraiment aux exactions commises par le colonisateur à l'époque, et qui étaient vraiment terribles. Après 1974, une famille... Il y avait une politique de terre brûlée qui était vraiment terrible. Nos terres ont été séquestrées, frappées par le séquestre. Oui.
rien. C'est une famille dépossédée. Disons, dépossédée, oui. Dépossédée de ses biens. De ses biens. Voilà. Cette expropriation a dû marquer des générations parmi les descendants, et donc c'est ce qui a permis aussi aux habitants de Dar el-Mizan de poursuivre leur révolte et de prendre part à la révolution avec énormément d'acharnement, énormément de conviction. D'ailleurs, en tous les cas, Dar el-Mizan, c'est une région historique. Oui, tout à fait. On a 5 colonels au niveau de notre région, Dar el-Mizan. Par exemple, les 5 colonels, c'est Karim Belqasem, Ali Mellah, Zamoum, Dhelis, Amra Amran. C'est une région rebelle, disons. Amran et bien sûr Karim Belqasem, Dhelis étaient parmi les pionniers, les artisans de la première heure. Ils ont vraiment pris les armes très tôt, ils ont préparé, ils ont contribué vraiment au recouvrement de notre dignité, je dirais. Oui. Voilà. Et vous avez de quoi être fier, en tout cas dans le village de Tellache. Oui. Donc la cérémonie se déroulera de quelle manière La cérémonie, c'est l'inauguration de la stèle. Très bien. La stèle, en premier, c'est notre mon aïeul, mon arrière-grand-père, Ali Ben Tellache, et ses frères. Très bien. Et après, et tous les militants qui étaient autour. Oui. Et après, encore les chouhada de 54 en 62. Très bien. Et on a encore un autre shahid qui est tombé au champ d'honneur. Au champ d'honneur, c'est un pilote durant la guerre arabo-israélienne. Au canal de Suez. Allah yarhamou. C'est bien en tout cas de mettre toute la lumière sur ces héros sur ces martyrs. Ces martyrs, héros de notre histoire, ceux qui ont vraiment contribué, vraiment c'est des héros, à nous restituer notre dignité, à nous permettre à nous d'exister aussi bien librement et d'évoluer dans une nation complètement libre et libérée. Alhamdoulilah. Voilà, gloire à nos martyrs. Et puis, je rappelle que ce n'est pas la seule initiative. Vous avez eu par le passé à organiser des rencontres avec des historiens, des spécialistes, des témoins de notre histoire. Oui, on a invité Chinois Dar el-Mizan. Par exemple, le chercheur historien Ali Bettache, il est de Bijaya, et le chercheur historien Rachid Sellel. C'est des historiens de l'insurrection de 1861, spécialisés à l'insurrection de 1861. Par rapport à cette époque en particulier, qui est quand même difficile à aborder, et les spécialistes sont assez rares. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites au sein des deux associations. Moi, je cite l'une, et comme au départ, vous allez citer la seconde, je citerai donc la vôtre, l'association culturelle El Khair de la commune de Dar el-Mizan, dont vous êtes président. Et puis la seconde, c'est l'association des oubliés, vous disiez ? Des oubliés de l'insurrection de 1871. Elle est déportée à la Nouvelle-Calédonie. Et des déportés de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Rabah Tellache, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, et je vous souhaite vraiment bon vent pour cette manifestation, cette action, toujours en faveur des symboles de notre histoire. Et puis voilà, je vous invite, ainsi que les téléspectateurs de notre matinale, à mettre le cap sur El Behya Wahran, où nous avons Iman Mahrougras qui nous attend avec ses invités pour nous parler aujourd'hui d'une maladie, une maladie qui est très difficile à appréhender par les personnes atteintes. Et il s'agit d'une maladie dégénératrice qui ravage le corps humain et qui vraiment rend la personne complètement handicapée. On va voir les détails tout à l'heure avec les invités de Iman, mais je ne la vois pas apparaître à l'écran. Est-elle avec nous? Dites-moi en régie. Oui, ça y est, je suis contente de vous voir, Iman. Bonjour. Ça va? Moi aussi, je suis très contente de vous voir, Radia. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute l'équipe de Bonjour d'Algérie à Alger. Toute l'équipe vous salue, Imen. Saluez pour nous, en tout cas, l'équipe d'Oran, que nous apprécions énormément, tous les techniciens qui sont autour de vous. Coucou, les amis. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez quand même nous parler. Oui, merci, Imen. On vous laisse quand même développer votre thématique avec vos invités. On se retrouve tout à l'heure, à la fin de la séquence.
Très bien Nadia. Alors merci et bonjour à vous chers amis téléspectateurs. Eh bien il est question aujourd'hui de parler d'une maladie qui atteint le système nerveux, les nerfs optiques ainsi que la moelle épinière. Et bien sûr c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer et très complexe qui apparaît de façon inexpliquée. Eh bien pour en savoir plus sur cette maladie, qu'est-ce que la sclérose en plaques, ses symptômes, comment la diagnostique-t-on, son traitement et surtout son évolution, eh bien je partage le plateau avec professeur Bati, chef de service de neurologie à l'hôpital du 1er novembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous Imen et bonjour. Merci. Alors vous n'êtes pas seul puisque vous êtes venu accompagné de la présidente de l'association Moi et Toi contre la CEP, Madame Bouafia Mourtaria. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Imen. Merci. Alors vous nous avez ramené une personne qui va en témoigner sur cette maladie, sur ses symptômes, son évolution, son traitement aussi, et bien sûr son insertion sociale. Eh bien, Monsieur Amran Abdelkader, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Merci à vous. Alors, professeur Bati, qu'est-ce que la sclérose en plaques? Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire, démyélisante et chronique du système nerveux central, et ça touche surtout la substance blanche. Et c'est une des plus fréquentes maladies handicapantes qui touche surtout le sujet jeune. Donc la tranche d'âge, dans 75%, c'est entre 20 et 40 ans. Oula, la fleur de l'âge. Oui, avec malheureusement une prédominance féminine, 2 femmes pour un homme. Et dans 10 à 15%, un malade plus de 40 ans, 45 ans peut être touché. Donc on parle de sclérose en plaques du sujet âgé. Et on peut avoir dans 10% des cas des malades, des enfants qui sont touchés. Moins de 20 ans, moins de 15 ans, même à 9 ans, etc. Et donc le diagnostic est très difficile. Et justement adressé. Alors comment, de quelle façon peut-on dire que ça c'est une sclérose en plaques et ce n'est pas une autre maladie? Parce que à peu près les symptômes, d'ailleurs on va en parler dans un petit moment, la symptomatologie elle n'est pas tellement claire dans le diagnostic de la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, il faut savoir qu'avant on disait que c'est une maladie orpheline, alors que maintenant avec l'imagerie, avec les analyses, les bilans qui sont très récents, donc on peut faire le diagnostic, mais ça reste quand même difficile parce qu'il n'y a pas de test spécifique de la sclérose en plaques. C'est un faisceau d'arguments cliniques, IRM, biologiques et évolutifs. Alors en fait, nous neurologues, c'est quand quelqu'un a des symptômes de sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie polymorphe. Il y a beaucoup de symptômes, mais il y a des symptômes qui sont révélateurs de la maladie. Les premiers symptômes, c'est en fait une inflammation au niveau, par exemple, du cerveau qui est responsable de la motricité. Oui. Donc c'est la paralysie. Donc c'est une paralysie qui va s'installer progressivement sur peut-être 24 heures jusqu'à un mois, qui va s'aggraver sur un mois. Donc le malade se paralyse, il présente une hémiplégie, il peut présenter une paraplégie, c'est une atteinte des 2 membres inférieurs. Donc quand il est jeune, quand même, on se pose des questions. Voilà. Il faut penser à la sclérose en plaques. Le deuxième symptôme qui est très révélateur, c'est l'atteinte du nerf optique, l'atteinte visuelle. Donc le malade brutalement, il va présenter une baisse de l'acuité visuelle avec un brouillard visuel, surtout quand il est unilatéral. Et le premier réflexe, c'est le malade va voir l'ophtalmo. Et donc, un ophtalmologue va le voir, va l'examiner, va voir que l'œil est bon, il est sain. Il est sain. Donc, et on dit que voilà, l'atteinte visuelle de la sclérose en plaques, le malade ne voit rien et l'ophtalmo ne voit rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Donc le malade, déjà, il présente on va dire, une certaine cécité, voilà, inexpliquée, et l'ophtalmo, il se dit, il n'y a rien du tout, donc il faut essayer de comprendre et d'investiguer un peu plus profondément. Et là, c'est vraiment, il faut l'envoyer vers le neurologue, peut-être que l'atteinte est centrale. Et là, donc, il faut demander une IRM. En fait. Donc, généralement, quand il y a une atteinte visuelle, on a de bons ophtalmos, donc qui orientent directement vers le neurologue, et des fois, ils demandent l'IRM. Il demande une IRM cérébrale et le malade vient avec son IRM. D'autres symptômes aussi, comme les paresthésies, les fourmillements,
les fourmillements des membres, des membres supérieurs, membres inférieurs, des paresthésies, c'est des troubles sensitifs, et aussi des symptômes qui sont assez typiques de la forme maghrébine. Il y a des CEP forme maghrébine, c'est les troubles de l'équilibre. Les troubles de l'équilibre, donc brutalement, pratiquement, pas brutalement, ça s'installe un peu progressivement sur un mois, mais le malade n'arrive plus à se tenir debout, bon, il présente des vertiges et un trouble de l'équilibre. Et plus tard, il y a d'autres symptômes. Et là, en fait, on peut avoir ces symptômes dans d'autres maladies. Mais quand c'est jeune, quand c'est l'adulte jeune, là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il faut investiguer un peu plus profondément. Et là, il faut consulter, investiguer et penser à une maladie inflammatoire. Très bien. Alors là, je m'adresse à M. Amran Abdelkader. مرحبا بك. واش حسيت الأعراض هذوك اللي أنت حسيت بهم au début de la maladie؟ أعراض كما كتقول لك الدكتورة، الحاجة الأولى والصعيبة ديك ليكيليبر، الدوخة. تولي ما تقدريش تحكمي بطريق نيشان. تمشي تدوخي، الناس كي تشوفك تقول هذا مرض راه انورمال. تنمل لافي تنقص لك كما كتقول الدكتوره، تشوف الضباب، العيا لا فاتيك، سيرتو لا فاتيك، مجمع عيان، واقف عيان، راقد، كلشي غير العيا بزاف. الحمد لله انا حكمتها في الدوبي، بيسكو راني هكا بكير نمشي الحمد لله، حكمتها في الدوبي. فت عند طبيب شافني، عطاني بريال للسبيطار وتما تكفلوا بيا الحمد لله. Alhamdulillah, très bien. Donc, professeur Bati, là, on a vu avec M. Amran Abdelkader, alors, il nous a un petit peu éclairé et il nous a aussi beaucoup plus informé sur tous les débuts de la symptomatologie de cette maladie inexpliquée, en fait. Oui. Donc, il a dit que c'est la baisse de l'acuité visuelle, il a ressenti une certaine asthénie et il a ressenti un peu de fourmillement, un déséquilibrage. Donc, il y a aussi des diabétiques qui ressentent ces symptômes lors de l'hypoglycémie. Alors, comment vous faites? Quel est l'examen qui tranche entre ces deux pathologies? Alors, c'est vrai que l'hypoglycémie, ça donne des paralysies, ça peut donner des pertes de connaissance, mais ça donne des sueurs froides quand même, des sueurs. Le malade ressent un petit peu hyperconnaissance, donc il sait qu'il va perdre connaissance. C'est un symptôme qui n'existe pas dans la sclérose en plaques. Le malade, déjà, il est diabétique et donc avec un test d'hypoglycémie, de glycémie, on peut faire le diagnostic. Mais là, pour la sclérose en plaques, il faut demander une imagerie, c'est l'IRM et pas le scanner. L'IRM cérébral, c'est l'examen de choix pour analyser le parenchyme cérébral. Et maintenant, les indications, c'est l'IRM cérébral, l'IRM médulaire. Donc les deux, on demande une IRM complète. Ça, c'est la première imagerie qui va montrer des hypersignaux, des taches au niveau du cerveau qui sont assez spécifiques dans la sclérose en plaques, en périventriculaire, au niveau du tronc cérébral. On injecte aussi, il faut injecter dans la sclérose en plaques à l'IRM qui va prendre le contraste. Donc tout ça, c'est assez spécifique de la sclérose en plaques et un bon radiologue va nous orienter vers une maladie inflammatoire avec les symptômes. Et aussi, il y a un autre test qui est l'analyse du liquide céphalorachidien, qui est le LCR. On va l'analyser, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très recommandé pour confirmer notre diagnostic. Donc en France, il y a des centres où ça ne se fait plus parce qu'ils retiennent le diagnostic sur une IRM. On le fait encore, il y a d'autres centres qui demandent la ponction lombaire. Et aussi, il y a des potentiels évoqués visuels. C'est un examen qui va analyser le nerf optique, s'il y a une inflammation au niveau du nerf optique. Et avec tout ça, tous ces examens, des fois, on ne pose pas le diagnostic de sclérose en plaques parce qu'il faut savoir que c'est une dissémination des signes dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est-à-dire au niveau du nerf optique, au niveau de la moelle. Et on attend un petit peu l'évolution parce que dire à un malade qu'il a une sclérose en plaques, il faut prendre du temps. Pas du temps pour le diagnostic, c'est-à-dire il faut faire tous les examens. Comment lui annoncer qu'il est atteint par cette maladie. S'il y a une petite suspicion, on attend un petit peu l'évolution d'un mois, 2 mois, on va voir et on pose le diagnostic. Parce que c'est pas facile de dire à un jeune de 20 ans ou 30 ans le diagnostic de sclérose en plaques. Il ne faut pas trop se baser aussi sur l'IRM. L'IRM n'est pas très spécifique. Donc il faut vraiment que ça soit une discussion multidisciplinaire et poser le diagnostic avec certitude. Quelles sont les causes de cette maladie? Alors, voilà, il n'y a pas jusqu'à maintenant de causes inconnues.
inconnue. On a beaucoup de suspicions. Il y a beaucoup de composants, une composante génétique. Voilà, parce qu'on peut avoir une sclérose en plaques familiale. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Une sœur, un frère, une cousine, qui a une sclérose, voilà, un oncle. Surtout les femmes, hein, donc une sclérose en plaques familiale. Il y a une composante en fait désimmunitaire, c'est-à-dire il y a une attaque en fait du nerf par les anticorps, par nos propres organismes, et il y a une composante infectieuse, donc on suspecte quelques virus, voilà. Mais tout ça, c'est un tout, mais on n'a pas une cause directe, voilà, spécifique. On dit tiens, ça c'est la vraie cause de la sclérose en plaques. Donc, comme par exemple le diabète, c'est génétique, c'est tout à fait normal. On peut le reconnaître à travers les antécédents, on va dire familiaux, etc. Voilà. Donc, et là, je m'adresse à Madame Bouafia Mortaria. Vous êtes présidente de l'association Moi et Toi contre la CEP. Donc, quelles sont les actions, on va dire sociales que vous entreprenez quotidiennement? Ok. Bon, à propos de notre association, l'association de la sclérose en plaques, Moi et Toi contre la CEP, premièrement, il y a c'est faire connaître la sclérose en plaques au public et au malade lui-même et l'entourage. La sensibilisation. La sensibilisation. Deuxièmement, accompagner des malades et leurs aidants dans le domaine suivant, c'est médical, psychologique. On prend les nouveaux cas, on prend en charge côté psychologiquement. Parce que dans l'association, on a un psychologue. Il faut l'entourer. Voilà, il faut l'entourer. Surtout des sujets jeunes. À l'âge de 15 ans, de 16 ans, elle n'accepte jamais la maladie. Voilà. C'est difficile. C'est difficile. Il y a un déni de la maladie. Oui. C'est pas un déni, mais c'est difficile d'accepter le handicap. Alors que chaque malade évolue différemment. Différemment. Voilà, différemment. Oui. On a la sensibilisation des professionnels de santé. Et même, c'est la solidarité de la sécurité sociale et le travail, parce qu'ils ont un problème avec le travail. On ne les accepte pas facilement parce qu'ils se disent, parce qu'ils sont malades, ils sont contraints à s'absenter peut-être, etc. Voilà, ça semble beaucoup, comme le cas de Amran, et le problème de la fatigue. Le problème de la fatigue, ça veut dire souvent ils demandent la maladie. Souvent ils sont asthéniques. Et des fois, parfois, la CNAS, elle n'accepte pas leur maladie. Par exemple, mais un mois, 15 jours. Et 15 jours, des fois, c'est insuffisant. C'est peu pour les malades. En plus, on a des défenses des droits des malades et leurs aidants. On prend en charge, dans l'association, on a un but. Et c'est un but, en même temps c'est un rêve. C'est créer un centre spécifiquement spécialisé pour les malades atteints de sclérose en plaques. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah, ya Rabbi. Ça c'est un rêve. Qui se réalisera, Inch'Allah. Alors, quel est le traitement de la sclérose en plaques? Parce qu'il y a quand même, de jour en jour, la médecine évolue. Et donc, il y a toujours des mises à jour du traitement. Il y a des traitements qui arrêtent justement l'évolution de cette maladie. Donc, est-ce que ça existe, ce traitement, ici en Algérie? Alors, en fait, la sclérose en plaques, il faut expliquer aussi, il y a des formes. Il y a des formes, il y a plusieurs formes. Et chaque forme de la sclérose en plaques, elle a son traitement. Et il y a des stades aussi. Si c'est un stade de début, il y a un traitement spécifique. Et après, si vraiment ça ne marche plus au bout de plusieurs années, on doit changer le traitement. C'est important d'expliquer parce que les malades se retrouvent entre eux et ils se disent, voilà pourquoi le médecin ne t'a pas donné le vaccin, pourquoi il m'a donné un traitement fort, etc. Il y a la forme rémitante, c'est-à-dire c'est des poussées. C'est des poussées, il faut savoir que c'est des poussées. C'est une inflammation qui dure un mois. Et sous traitement, nous, on les prend en urgence, on donne des corticoïdes pour lever l'inflammation. Après, le malade vit normalement sans séquelles. Donc, on appelle ça des poussées rémission. Donc, le traitement ici, c'est les interférents. Et le but, l'objectif, c'est de diminuer ces poussées. Oui. D'accord, voilà. S'il a deux poussées par an, on espère une poussée tous les 2 ans, etc. C'est ça l'objectif de l'interférent. Mais aussi, il coûte cher. Et c'est hospitalier surtout. Enfin, à usage hospitalier. Hospitalier, ça se trouve en officine, mais il faut que le malade soit assuré aussi. Donc, ça c'est le premier traitement. Il n'y a pas de traitement qui va arrêter l'évolution.
Non, il va stopper complètement la maladie. Juste retarder. Retarder l'évolution. Il y a des traitements qui retardent l'évolution de la maladie et donc non pas la stopper. Non, pas la stopper et donc arrêter l'évolution, donc arrêter les séquelles, parce qu'après il y aura des séquelles. Et donc il y a les interférents, il y a des traitements un peu plus forts, donc quand il y a une forme, quand les séquelles sont installées, donc c'est le natalizumab, c'est des immunosuppresseurs qui sont très chers à usage hospitalier. Donc je rappelle que la sclérose en plaques, c'est une maladie hospitalière. On ne peut pas la prendre en charge au privé. Alors, on peut la prendre en charge, mais c'est pas comme l'hôpital. C'est pas à 100%. C'est pas à 100%. Il y a des traitements qui sont à usage hospitalier. Justement. Donc, très chers et on doit surveiller ces malades-là. Donc, vraiment, c'est vraiment pour l'hôpital, la sclérose en plaques. Et même pour le diagnostic, c'est-à-dire, je parle aux confrères, etc., envoyer tout ce qui est sclérose en plaques, envoyer le malade à l'hôpital. De préférence. Parce qu'il y a des traitements. Que ce soit au CHU, que ce soit à l'EHU. À l'EHU, il y a des traitements, etc. pour ça. Et à chaque étape de la maladie, parce qu'après, à partir de 8 ans, 9 ans, on commence à avoir une atteinte motrice. Les séquelles s'installent. Et bon, pratiquement en général, bon, peut-être après 30 ans, si le malade n'est pas bien pris en charge, etc., il peut passer en fauteuil roulant après 30 ans d'évolution. Donc vraiment, il faut faire le diagnostic très tôt. Et commencer le traitement pour éviter cette impotence. Voilà, pour éviter cet handicap. Et l'interférent et le traitement, enfin, les traitements marchent très très bien. On a un recul de 30 ans sur cette maladie et marche très bien sur ces malades. Ça coûte cher, mais on a un problème en fait. Ça coûte cher, mais la maladie n'est pas très connue. Exactement. Elle est mal connue, en fait. Elle est mal connue et un peu dénigrée parce qu'ils disent, voilà, c'est quoi un handicap? C'est quoi, voilà, l'handicap qui touche un sujet jeune. Ils ne se rendent pas compte que cette maladie, elle est non seulement grave dans le cas où on ne la prend pas en charge. Alors, monsieur Amaran, est-ce que vous travaillez? Est-ce que تخدم? Oui, là, alhamdoulilah, خدام. واش تدير؟ نخدم حارس بلدي. très bien. Ah ben c'est bien. لا الحمد لله. وما تفوتش شويه وقت. صافا الحمد لله. وعندك صحابك اكسترا. عندي صحابي. وكيفاش يتعاملوا معك في الدار؟ كيفاش؟ صافا على حساب المرض يتعاملوا معايا الحمد لله مليح. راك تحس بروحك مليح؟ صافا دي فوا نكون مليح دي فوا نمشي زعما صار على المورال كلشي المورال moralement, psychologiquement. Et le rôle de l'association, nous en tant que médecins, on est limité, on fait le diagnostic, on peut traiter le malade, on prend en charge le malade, on se bat pour le traitement, mais le rôle de l'association en fait est très important, parce que c'est une prise en charge morale, psychologique. L'association aussi, les malades ont besoin de beaucoup d'imagerie, d'IRM, et ça coûte cher, et des fois on a des rendez-vous très éloignés. Moi j'ai besoin d'une IRM tout de suite pour surveiller le malade, j'ai besoin d'une IRM parce qu'il a fait une deuxième poussée, une troisième poussée pour avoir une évaluation du parenchyme cérébral, et le malade il me dit voilà, soit c'est très cher, soit il y a des rendez-vous éloignés, il ne peut pas, je lui demande une rééducation, des fois la rééducation il n'y a pas assez de place, et le mouvement associatif il est là, il y a des conventions aussi avec des radiologues, des bilans aussi qui sont très très chers, et donc le rôle de l'association. Donc le rôle de l'association, elle aide, elle porte, on va dire, gratuitement une aide gratuite pour ces malades atteints de cette maladie inexpliquée et très difficile à diagnostiquer. Donc j'espère que vous, nos chers amis téléspectateurs, vous avez un petit peu pris connaissance que cette maladie, elle existe, elle est là. Donc il faut juste la prendre en charge au début. Donc je rappelle aussi qu'une journée de sensibilisation va se passer demain à l'EHU d'Oran 1er novembre à partir de 9h du matin jusqu'à 14h, c'est ça, professeur Batsi? Il y aura des experts internationaux et nationaux aussi de la sclérose en plaques. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'informer, de former. Il y aura des malades et il y aura surtout des professionnels de santé. Très bien. Merci à vous. Alors, merci Imen, on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Excellente intervention de vos invités. Notre soutien et encouragement à toutes les familles dont les enfants, dont les parents sont atteints de sclérose en plaques et qui souffrent faute de prise en charge. Donc une maladie, vous l'avez vu, qui peut modifier tout le cours d'une vie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous souhaite une excellente matinée et puis bien sûr une excellente journée également. À demain.